Bonsoir. Donc ce soir, nous accueillons Marielle Brie de Lagerac, ou Lagerac d'ailleurs. Comme on veut. Comme on veut. Comme on veut. Qui vient nous présenter l'art de l'objet. Voilà. Donc je constate qu'il y a des designers dans la salle. Il n'y a pas que des designers d'ailleurs. Parce que je pense que ça intéresse tout le monde. Nous sommes tous environnés d'objets. D'ailleurs, l'année dernière, nous avions Gaëtan Thévenon qui avait fait son mémoire sur cette question de l'attachement que nous avions aux objets. Ah ben, c'est le sujet. Sujet très intéressant. Et donc, ce livre vient de paraître. Donc, nous avons une actualité à l'ENSA de Limoges avec la présentation de cet ouvrage. Je laisse Marielle régler... Ça a l'air de marcher. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Eh ben, c'est parfait. Sinon, j'ai une grosse voix, ça ira, mais... Bon, super. Non, c'est bon. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Ça me fait plaisir, déjà. Alors, je vais commencer tout bêtement par me présenter, parce que je ne suis pas encore une rockstar. Et j'ai bon espoir que ça arrive. Alors, je suis historienne de l'art pour le marché de l'art et pour les médias culturels, ce qui signifie, grosso modo, que je travaille avec les galeries, avec les antiquaires. Et pour ces professionnels qui vendent des objets, qui transmettent des objets essentiellement anciens, je travaille à chercher l'histoire de ces objets pour qu'on puisse mieux les vendre. Puisqu'effectivement, si vous avez eu une designeuse qui parlait de l'attachement qu'on avait à des objets, vous n'êtes pas sans savoir que quand on vend un objet, on vend aussi une histoire, surtout un objet ancien, mais pas que. Et pour ce qui est des objets nouveaux, des objets qui sont créés à notre époque, eh bien, je travaille aussi avec des designers pour justement déblayer un peu l'histoire des objets que eux entendent créer pour justement leur ouvrir des voies auxquelles peut-être ils n'avaient pas pensé. Donc ce travail sur les objets, il va aussi bien dans le passé que dans le futur, entre guillemets. Et surtout, il s'appuie pas seulement sur la culture matérielle européenne, mais sur la culture matérielle mondiale. Donc il touche vraiment à toutes sortes d'objets, ce dont vous allez vous rendre compte dans le livre. Je travaille aussi parallèlement avec des médias culturels. J'écris pour la Gazette Drouot notamment, si ça parle à des gens, c'est le magazine des ventes aux enchères publiques françaises. Je travaille pour Radio France, pour France Télévisions, voilà, donc j'ai pas mal de clients comme ça. Et ce livre-là, il est, lui, basé donc, en partie sur le travail que je peux faire pour ces professionnels, et surtout en grande partie sur un blog qui s'appelle L'Art de l'Objet, d'où le titre, hein, et qui est un blog sur mon site web qui existe depuis 2016, donc presque 10 ans, et qui avait pour volonté dès le départ d'attirer l'attention, de parler des objets qui, justement, sont dans notre quotidien, mais qu'on a tendance à ne plus voir, ou alors à qui on refuse un peu cette qualité d'objet d'art, ce qui est un peu dommage, parce que tous les objets sont issus d'un artisanat au départ, donc ils méritent tous ce titre d'objet d'art. Et l'ambition du blog était vraiment d'attirer l'attention sur ces objets quotidiens qu'on manipule, sur les gestes aussi qui accompagnent ces objets du quotidien, sur la raison pour laquelle certains sont exposés, d'autres pas. Hein. Il ne viendrait pas à l'idée, je pense, à nombre d'entre vous, de mettre votre poêle sur une belle étagère. Je pense que ce ne serait pas l'idée principale qui vous viendrait. Alors qu'un vase, vous n'auriez pas de difficulté à le faire. Alors pourquoi l'un est plus présentable que l'autre, tandis que certaines poêles sont quand même exposées. Vous pensez aux poêles en cuivre étamé de vos grands-mères qui les mettaient fièrement dans leur cuisine. Donc voilà, l'idée de ce blog-là, c'était vraiment de regarder un peu les objets du quotidien, de manière à montrer l'importance qu'ils ont culturellement, soit dans notre culture matérielle contemporaine, soit dans notre culture matérielle passée, et dans tous les cas, la filiation qu'ils ont au fil des siècles, avec l'usage qu'on en fait, l'usage qu'on en a fait, ou l'usage qu'on pourra en refaire, puisque les objets, c'est absolument comme la mode, hein. Il y a des objets qui ne sont plus à la mode, et puis qui reviennent à la mode. C'est exactement pareil. Le meilleur exemple là, que j'ai en tête, ce serait les cafetières.
notamment les petites cafetières italiennes. On a tous pensé qu'à un moment donné, ces cafetières, elles allaient disparaître avec l'arrivée de l'invention des cafetières à capsules. Et puis finalement, elles restent pour toutes sortes de raisons différentes, et pour des raisons sociologiques, gastronomiques, pour toutes sortes de choses. Et donc, ces objets-là qui semblent, dans le bouquin, peut-être avoir disparu, eh bien, peuvent potentiellement revenir. Donc, ce livre-là, je l'ai présenté, il est paru le 8 novembre, je crois, dernier. Il a eu un bon accueil, notamment chez Télérama, donc j'en étais assez contente. Donc la raison de ce livre, je vous l'ai dit, c'était de montrer l'intérêt, de montrer un nouvel intérêt pour les objets du quotidien. Pour ce livre, j'ai pris, avec les éditrices, nous avons sélectionné 40 objets qui sont sur le blog et 10 objets inédits que j'ai écrits spécialement pour le livre et qui ne seront pas mis en ligne sur le blog. Ces objets-là, donc il y a une cinquantaine d'objets. Sur le blog, actuellement, il y a à peu près 130 objets, dont certains sont en plusieurs parties. Et parce que l'outil numérique étant ce qu'il est, je ne me suis pas privée de faire des recherches sur ces objets qui sont exhaustives. Et donc les textes sont longs, sont même très longs. Pour certains objets, j'ai dû scinder en plusieurs parties. Je pense notamment aux automates, où j'ai dû faire 4 ou 5 articles différents, qui sont tous très longs, vraiment. Même moi, j'ai la flemme de les relire. Quand je vois la longueur, ça me décourage absolument. Donc, évidemment, moi, ça m'amuse de faire ça, et manifestement, il y a des gens à qui ça plaît, donc je suis ravie. Mais pour le bouquin, il a fallu réduire drastiquement la longueur des textes, et ça a été le principal défi pour cette réalisation papier, puisque, évidemment, les éditrices n'ont pas laissé faire une encyclopédie de 1000 pages et on restreint à 270 pages, ce qui n'est pas mal. Donc il a fallu que je diminue la taille des articles, que je les condense, ce qui a été un exercice douloureux pour moi, parce que j'aime pas faire ça, mais qui a été aussi intéressant dans le sens où ça m'a permis déjà de faire des mises à jour sur ces articles, parce que de nouvelles documentations scientifiques, historiques étaient parues depuis que j'avais écrit ces articles-là, donc j'ai pu mettre ces articles à jour, j'ai pu ajouter de nouvelles sources et enrichir la bibliographie et surtout vérifier la bibliographie, puisque moi j'ai fait des études d'histoire de l'art et tous les articles, tous les objets que j'ai étudiés sont vraiment le fruit de recherches longues et sont créés vraiment comme des mini-mémoires sur chaque objet, des mini-mémoires universitaires. Donc il y a vraiment un gros travail de recherche. En général, ça peut aller de 1 mois à plusieurs mois pour certains objets. Par exemple, pour les automates, j'ai profité du confinement, mais si j'avais pas eu le confinement pour faire les automates, c'est un truc qui m'aurait pris 1 an, je pense, facile. Donc chaque article est vraiment extrêmement bien référencé, et je tenais à ce que la bibliographie soit juste, soit claire, soit à jour, pour d'évidentes raisons de crédibilité. Ce bouquin-là, il est évidemment volontairement facile d'accès. J'ai rendu les textes un peu légers sur le blog. Je fais en sorte aussi que les textes soient sympas à lire et un peu drôles. L'idée, c'est de ne pas tomber dans de l'universitaire un peu poussiéreux, un peu poussif, compliqué à lire. Déjà que les articles sont hyper longs, je ne vais pas en plus vous rajouter des choses compliquées là-dessus. Donc j'ai essayé vraiment d'alléger tout ça, de le rendre attrayant dans le texte même. Donc tous les objets qui sont traités ici sont traités de manière sérieuse, de manière historique, de manière scientifique, mais j'espère ne sont pas barbants. En tout cas, j'ai fait en sorte qu'ils ne le soient pas. J'ai vraiment travaillé à ça. Donc si vous les trouvez barbants, s'il vous plaît, ne me le dites pas. C'est tout ce que je vous demande, parce que vraiment, ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Donc pour vous donner une idée, voilà les 50 objets qu'on trouve dans le bouquin. Le livre, pour moi, ça a été assez évident qu'il fallait le construire comme une maison, puisque tous les objets que je traite sont des objets du quotidien. Donc il était naturel pour moi d'envisager le découpage du livre en pièces de maison. Et l'idée était de pouvoir circuler dans la maison et de découvrir pièce par pièce des objets qu'on y trouve. Alors évidemment, il y a des objets mouvants, il y a des objets qui peuvent circuler d'une pièce à l'autre.
Bon, l'exemple le plus rigolo, c'est le godemiché. On ne sait pas trop où le mettre. Est-ce qu'il va dans la salle de bain? Est-ce qu'il va dans la chambre? On ne sait pas. Mais enfin bon, il est mouvant, il peut se déplacer. C'est pas un problème. Il y a plein d'autres objets comme ça. L'idée étant que vous prenez une pièce, vous prenez un objet, ils peuvent tous se lire indépendamment les uns des autres. Il n'y a pas besoin d'avoir lu l'histoire de la clé pour comprendre l'histoire du pot de confiture et compagnie. Donc il y a vraiment une volonté de déambulation libre, de la même manière que chez vous, vous utilisez les objets de manière libre et pas dans un enchaînement qui serait exigé de la part, je sais pas, d'habitus culturels ou autres. Donc chacune de ces pièces abrite des objets. Alors quand on regarde les pièces qui sont présentées, évidemment c'est une maison cossue, hein, on est bien d'accord. Tout le monde n'a pas de cabinet de curiosité ni d'orangerie chez lui, j'en ai bien conscience. Déjà un jardin c'est un joli luxe, mais cette nécessité d'avoir une maison cossue tient au fait que tous les objets que vous voyez ne sont pas, comme je vous le disais, inhérents à la culture européenne, ni inhérents à la culture occidentale plus largement, ou à notre culture contemporaine. Donc il y avait une nécessité d'avoir une maison comme ça, et précisément c'est une maison cossue, mais ça va même plus loin, c'est une maison cossue britannique. Pourquoi britannique? Eh bien tout simplement parce que la Grande-Bretagne a cette qualité-là au XIXe siècle d'avoir eu un immense empire colonial. Et cet empire colonial a permis à des maisons anglaises de pouvoir rassembler précisément dans une seule et même maison des objets qui viennent de toute époque et surtout qui peuvent venir des quatre coins du monde, puisque l'empire colonial britannique était si grand qu'on pouvait vraiment avoir tous ces objets-là chez soi. C'était pas excentrique, même si les Anglais le sont. Mais là, c'était pas excentrique. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle il faut imaginer cette maison comme une espèce de maison imaginaire, certes, mais plutôt britannique pour que ça fasse sens. Donc dans chacune de ces pièces, vous avez donc différents objets. Pourquoi ces objets-là? Alors c'est vrai que j'ai pas expliqué la naissance du blog, mais alors si, la naissance du blog, c'était la volonté de parler des objets quotidiens, mais il y avait un point en particulier qui m'agaçait, c'est que avant de commencer le blog, et la raison pour laquelle j'ai commencé le blog, c'est parce que souvent je me posais des questions sur les origines des objets. Et je me rappelle d'une fois, notamment pendant un feu d'artifice à Pise, en Italie, où je voyais les feux d'artifice et je me disais « Ah, j'aimerais bien savoir pourquoi on a créé des feux d'artifice ». Et immédiatement, je me suis dit « De toute façon, je vais chercher dans des bouquins, je vais chercher à la bibliothèque, je vais chercher sur Internet, et inévitablement, je vais être déçue parce qu'on va me dire où ça a été inventé, à quelle époque ça a été inventé, comment c'est fabriqué, l'inventeur éventuellement, mais on ne va jamais m'expliquer le pourquoi du comment. » Soudainement, les humains se sont dit « ce serait bien qu'on fasse péter des trucs en l'air, que ça fasse beaucoup de bruit, beaucoup de lumière ». Et ça c'est vraiment systématique. Vous cherchez le pourquoi du comment un objet existe, en général, vous ne le trouvez pas. Vous avez beaucoup de généralités à ce sujet, mais très peu. Pourtant, c'est vraiment le nerf de la guerre. Hein. Vous qui êtes, enfin, s'il y a des étudiants ici en design, il y a vraiment une question qui se pose quant à notre environnement matériel. C'est la raison pour laquelle on crée des objets, parce que c'est vraiment le propre de l'homme, ça, de créer des objets. On est parmi la seule espèce animale à créer des objets, et à en créer surtout dès qu'ils servent à rien. Et on passe notre temps plus souvent à créer des objets qui servent à rien qu'à créer des objets qui servent. Parce que on peut vivre raisonnablement sans perche à selfie, on est d'accord. Mais si on prend vraiment les objets dont on a besoin, vous allez voir qu'ils ne sont pas nombreux, hein, ceux dont on a vraiment besoin pour vivre. C'est-à-dire on vous lâche dans les bois et il faut que vous vous débrouillez tout seul. A priori, si vous avez un couteau, une boîte d'allumettes et de quoi vous couvrir, vous serez déjà très content. Donc pourquoi on crée autant d'objets? Quelle est la nécessité d'avoir créé dans l'histoire humaine des guirlandes, du papier peint, des paniers, des balais, tous ces objets qui nous paraissent évidents et qui sont pourtant accessoires. L'objet, il est accessoire. Véritablement, c'est un artifice, au sens premier du terme. Hein. C'est une ruse, c'est une habileté pour nous permettre de nous faciliter la vie ou de gagner du temps pour faire autre chose. Mais est-ce que ce autre chose est vraiment nécessaire?
Bon, est-ce qu'on a créé les téléphones portables pour s'abrutir devant les réseaux sociaux? On peut se poser la question. Donc tous ces objets-là, il y avait vraiment une question essentielle de leur origine qui m'intéressait et pour lesquelles je ne trouvais pas de réponse. Raison pour laquelle je me suis dit, à ma petite échelle, je vais le faire. Parce que je faisais toujours mes petites recherches dans mon coin et je me suis dit quand même, Internet permet de partager tout ça. Et puis avec un peu de chance, ça plaira à 2-3 personnes. Donc c'est formidable. Et ça a plu à plus que 3 personnes. Donc j'étais ravie, puisqu'ensuite j'ai eu l'opportunité de publier ces objets. Pour les principales sections, donc je vous en ai parlé. Donc l'idée clé pour chaque objet, c'est vraiment de trouver précisément ce qu'il a de culturellement novateur. La raison pour laquelle vraiment cet objet-là, on en a eu besoin, on a voulu le créer à un moment donné, comment il a fait sa place dans notre culture, comment éventuellement il est passé dans une culture différente, une culture extra-européenne, comment à l'inverse on a importé un objet, est-ce qu'en important cet objet, sa symbolique s'est maintenue, ou au contraire, est-ce qu'elle a été perdue? Est-ce qu'une autre a été créée? Est-ce que ces objets ont éventuellement pris la place d'autres objets? Est-ce que la manière de les orner ou même les gestes qu'accompagnent ces objets-là ont été modifiés? L'exemple le plus frappant, c'est la chocolatière. La chocolatière, alors aujourd'hui on n'utilise plus des chocolatières, c'est très dommage, c'est un très bel objet. La chocolatière, dites-vous que c'est comme une grosse théière, avec une particularité, c'est que dans le couvercle, on place ce qu'on appelle un moussoir. Le moussoir, c'est une tige avec une sorte de... comme une aube à eau, vous voyez, quelque chose avec des pales, et on va frotter le moussoir entre ses mains, de manière à ce que ce petit ustensile brasse le chocolat et fasse mousser le chocolat. Et franchement, on peut se poser la question de savoir pourquoi c'est si indispensable de faire mousser le chocolat. Ben, c'est indispensable seulement si on comprend que on prépare le chocolat au XVIIIe, XIXe et début du XXe siècle de la même manière que le préparaient les personnes à qui on a piqué le chocolat, à savoir les Mayas. Les Mayas, ils préparent le chocolat avec une sorte de grand moussoir, justement. Il faut faire mousser ce liquide chocolaté qu'ils créent et qu'ils mélangent à de l'eau, pas nécessairement du lait d'ailleurs. Et les conquistadors, voyant ça, ont importé la manière de faire. Sauf qu'ils ont créé un objet spécifique pour ça. Ce qui fait que nous, depuis le XVIIIe siècle, on fait mousser le chocolat, alors que déjà, 1, c'est pas nécessaire, et que 2, on ne sait pas pourquoi on le fait. Donc là, c'est bien la preuve qu'un objet a été réinterprété en fonction d'un usage qui n'était pas européen, qui était tout à fait extra-européen, et qui pourtant a fait son œuvre dans notre culture, et a fait qu'au XIXe siècle, vous auriez demandé à vos arrière-grands-parents de vous préparer un chocolat chaud, ils auraient été absolument ravis d'utiliser un moussoir. Et personne n'aurait été étonné de ça. Donc il y a vraiment, en prenant chacun des objets comme ça quotidiens, on peut remonter comme ça le fil de l'endroit où ils ont été créés, pourquoi ils ont été créés, par qui ils ont été créés, pour quel usage, avec quel geste, et voir comment ça s'est développé. Alors il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est un objet dont on aurait utilisé dont la symbolique va être posée en fonction de l'usage qu'on fait de cet objet, parce que l'histoire culturelle d'un objet, c'est vraiment ça, hein, c'est la manière dont on articule le matériel avec l'usage et avec tout ce qui peut se greffer autour. Et vous avez vraiment, je vais vous prendre un exemple, vous allez voir, ce sera très clair. Au quotidien, depuis que vous êtes petit, vous lisez des contes pour enfants, des histoires, toutes sortes de choses. Dans tous ces trucs-là, dans toutes ces histoires, il y a des objets. Dans toutes ces histoires-là, il y a des objets. Et sans s'en rendre compte, c'est des choses qui infusent dans notre inconscient, qui fait un inconscient culturel, social, et qui nous paraît être de l'évidence même. Et pourtant, c'est pas si évident que ça. Le meilleur exemple pour ça, ce sont les objets mythologiques. Vous savez que tous les dieux ont des attributs. Et quand on prend les attributs des dieux, la plupart du temps, c'est franchement pas des trucs qui cassent des briques, hein. Quand on prend Aphrodite, son attribut principal, c'est sa ceinture. Alors la ceinture, on peut se dire, bon ben voilà, c'est une jolie ceinture, alors c'est une déesse, donc c'est une belle ceinture, et les pierres précieuses, et tout un tas de trucs, voilà. Sauf que cette ceinture-là, elle est à l'origine de la ceinture de chasteté, qui est un grand mythe du Moyen-Âge.
Cette ceinture-là, elle est à origine aussi de, et je m'adresse à toutes les femmes et les jeunes filles qui sont ici, des petits nœuds que vous aviez sur vos culottes quand vous étiez enfant. Il n'y a pas de petits nœuds sur les culottes des garçons. Pourquoi il y a un petit nœud sur les culottes des filles? Pas des femmes, hein, des filles, des préados. Eh bien parce que c'est l'ancêtre de la ceinture d'Aphrodite et de la ceinture de chasteté. C'est exactement la même chose. Eh bien tout ça, tout ce système-là qui se met en place, ces espèces de symboles qui infusent dans la société et qui fait que pour un fabricant de petites culottes, pour jeunes filles, il aurait été impensable il y a encore quelques années de ne pas mettre de petits nœuds, mais vous lui demandiez pourquoi, il n'aurait pas été foutu de vous le dire. Mais c'est comme ça qu'on fait. Une culotte pour une petite fille, il faut un petit nœud. Pour un petit garçon, non. Donc, vous voyez, tous ces objets-là, eh bien, ils ont tous cette histoire-là. Ils ont tous une espèce d'histoire culturelle qui mélange, qui puise partout, soit dans la manière de fabriquer l'objet, soit dans le matériau dans lequel est fabriqué l'objet, soit dans l'usage qu'on fait de l'objet. Et je vous ai pris donc deux exemples qui font partie d'ailleurs deux articles que j'ai écrits spécialement pour le bouquin, donc que vous ne trouverez pas en ligne. Ces objets, le premier, c'est le peigne, et le second, c'est la bougie. Le peigne, justement, il est intéressant parce que c'est l'usage ici qui fait sa symbolique. Là, je vais reprendre mes notes parce que, j'ai écrit l'article, mais je n'ai pas vraiment relu mon bouquin, donc j'ai quand même besoin des notes. Donc, le peigne, on est d'accord, c'est un objet, dans son apparence la plus simple, hein, c'est un objet avec des dents. Okay, c'est très simple. Le peigne, il a un seul usage. Le peigne, il est là pour défaire des nœuds. On est d'accord, ok? Le peigne, il défait des nœuds. Sauf que le nœud, ça peut être au sens propre comme au figuré. On peut avoir des nœuds dans les cheveux et on peut avoir des nœuds de problème. Donc, le peigne, il va peu à peu prendre différents symbolismes et mêler les deux. Le peigne, il va pouvoir défaire des nœuds de cheveux pour faire entrer le sauvage dans la culture, c'est-à-dire qu'on passe du cheveu hirsute, pas peigné, de la personne sauvage à la personne qui entre dans la société, qui est dans la société et donc qui est bien peignée. Ça, c'est la première chose. Mais il peut aussi faire sortir quelqu'un de la société, tout simplement parce que le nœud, eh bien, c'est comme la ceinture d'Aphrodite, il est très ambigu. C'est-à-dire que la ceinture d'Aphrodite, c'est un nœud qui est noué. Le petit nœud sur la petite culotte des enfants, des filles, c'est un nœud qui est noué. Ce nœud, il est noué parce qu'il ferme quelque chose. Quand on défait ce nœud, quand on défait la ceinture de chasteté, quand on défait la ceinture d'Aphrodite, eh bien, on fait la même chose que quand on défait un nœud dans les cheveux. On ouvre un champ de possibilités. Quand on défait un nœud, ça peut être pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, ce serait de dire que quand on défait un nœud dans la chevelure d'une jeune fille avec un peigne, ça peut être dans l'idée de lui faire un beau chignon. Et dans ce cas-là, de civiliser le cheveu, de ranger le cheveu, de le dominer, de l'ordonner. De la même manière que si on défait la ceinture d'une jeune fille pubère, eh bien c'est pour la marier. Donc elle passe de jeune fille à épouser. Et donc elle entre dans la société. Elle est ordonnée, puisqu'elle est avec son mari, elle est dans un intérieur, elle est avec des enfants et compagnie. L'autre versant du nœud, c'est de défaire le nœud et de risquer de créer un monstre. Vraiment. Et le peigne est très lié à l'usage féminin précisément pour ça. De la même manière qu'on défait la ceinture d'Aphrodite, on peut défaire un nœud. Mais quand on défait la ceinture d'Aphrodite ou le petit nœud de la culotte de la petite fille, eh bien, on lui donne la possibilité aussi de sortir de la condition dans laquelle elle est. Et de prendre, par exemple, une position de courtisane. Aphrodite est très représentative de ça. Quand elle défait sa ceinture dans tous les mythes de la mythologie grecque, c'est pour aller folâtrer avec je ne sais qui, avec un autre dieu ou un demi-dieu, quelque part. En général, c'est pas pour se ranger et pour devenir une bonne épouse. Aphrodite, c'est pas la déesse de l'amour, hein. C'est la déesse de la séduction. C'est pas du tout pareil. Donc, défaire le nœud des cheveux, ça peut être pour coiffer, ou ça peut être pour libérer ses cheveux sauvages, ses cheveux pas ordonnés, et donc permettre à une jeune fille, ou à un personnage, quel qu'il soit, avec ses cheveux, d'être plus libre. Donc il y a deux possibilités. Et ce peigne-là, on va le retrouver matériellement absolument partout. C'est quelque chose qui est systématique dans absolument toutes les civilisations. Toutes les civilisations ont créé des peignes, quelle que soit la nature du cheveu. Pensez
aux cheveux crépus, aux cheveux lisses, vous pensez à tous ces cheveux-là. Il y a des peignes absolument partout. Et ce qui est intéressant, c'est que partout, ils ont absolument le même symbole, exactement le même symbole. Le peigne, il va être de manière prosaïque, donc dénouer le cheveu naturel, et dans cet usage prosaïque, évidemment, il ne va pas toujours être que symbolique. Donc c'est un objet qu'on va retrouver, par exemple, beaucoup, mais c'est quand même caractéristique, en fouille. Les soldats romains avaient toujours des peignes avec eux. Ça, c'est un objet qu'on retrouve très, très, très souvent. Et on le retrouve en très, très grande quantité. On le retrouve en très grande quantité aussi quand il est dans une forme très spécifique, qui s'appelle la forme scandinave, et qui correspond à des peignes qui ont été fabriqués, notamment, alors je mets des grands guillemets, par les Vikings, donc en Europe du Nord. Et ces peignes-là, ils ont une forme culturelle, très reconnaissable, qui circule de l'Irlande à la Russie. Donc vous voyez la zone d'influence de ces objets-là, avec le commerce, avec les déplacements des Scandinaves, des marchands. Pourquoi c'est important ? Eh bien, tout simplement parce que les peignes vikings, ils voyagent aussi avec les symboles qui sont liés à ça. Les Romains utilisaient un peigne pour ordonner leurs cheveux, pour faire en sorte que les soldats n'attrapent pas de parasites aussi dans les cheveux. Ça sert aussi à ça, un peigne, à enlever les lentes, à enlever les poux. Donc, quand on est en garnison, il faut absolument que les soldats romains, aient un peigne pour rester civilisés, pour rester emblématique de la culture romaine. À Rome, il ne va pas à l'idée d'aucun Romain de sortir pas épilé. Parallèlement, à la même époque, durant l'Antiquité, il ne vient pas du tout à l'idée d'un Germain ou d'un Scandinave de ne pas avoir de barbe et les cheveux longs. Vous voyez, rien que là, le rapport à la capillarité n'est pas du tout le même. Donc le peigne romain qui civilise est là pour ranger, ordonner, limiter la pousse des cheveux. À l'inverse, le peigne viking scandinave va être là pour magnifier une grande chevelure, une grande barbe, et on le porte à la ceinture comme un revolver. C'est exactement pareil. C'est un objet de prestige. Chez les Romains, c'est un objet cosmétique, mais utile. Donc on le range là où on peut le ranger. Chez les Vikings, chez les Scandinaves, chez les Germains, c'est un objet qu'on montre, qu'on met vraiment en position ostentatoire. Et cet objet-là, c'est pas pour rien qu'il va prendre une symbolique très très forte. À la chute de l'Empire romain, en basculement de l'époque médiévale, ce symbolisme-là du peigne ostentatoire, il va rester. C'est-à-dire qu'on va garder l'usage évidemment au quotidien, de purification pour enlever les lentes, pour enlever les poux. C'est quelque chose qu'on retrouve par exemple dans un objet qu'on connaît plus aujourd'hui, mais ce qui s'appelle le peigne liturgique. Notre-Dame a réouvert là, il y a quelques jours. L'évêque, normalement, jusqu'au XVIIe siècle, il a toujours un peigne dans ses attributs. Il a toujours un peigne, un très beau peigne qu'on appelle un peigne liturgique et qui est là pour le purifier avant qu'il célèbre la messe. Il ne faut pas qu'il arrive avec des poux, avec des lentes, avec des cheveux hirsutes. Donc il se civilise, il se met au rang d'une pureté qui est attendue par la divinité. Donc là, on a un rappel de l'usage romain, mais les peignes sont extrêmement ornés, sont en ivoire, sont en métal précieux, sont en argent, peuvent être en vermeil parfois. Donc on a ce premier pan du peigne là, qui est ostentatoire, mais qui reste utile. Dans la culture médiévale courtoise, le peigne, il a aussi un autre rôle, c'est que c'est le cadeau qu'on offre à sa dulcinée. Quand vous prenez tous les romans d'amour courtois, le plus beau cadeau qu'on peut faire à une nana à cette époque, c'est lui offrir un peigne. C'est vraiment le must de l'objet précieux. Ça vous donne une idée de ce qu'on attend aussi de cette jeune femme. Si on lui offre un peigne, ça veut dire qu'on attend qu'elle soit parfaitement peignée. Donc qu'elle rentre parfaitement dans le rang. Il y a un peu cette idée-là. On va retrouver cette importance du peigne dans Le Chevalier de la Charrette. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Une bien belle histoire médiévale, je ne vous la recommande pas parce que c'est d'une longueur effrayante, et puis c'est en vieux François, donc vous ne vous en sortez pas. Mais dans Le Chevalier de la Charrette, on apprend comment Lancelot tombe amoureux de Guenièvre. Et Lancelot tombe amoureux de Guenièvre, non pas en la voyant, mais en trouvant
un peigne qu'elle a laissé derrière elle, et dans ce peigne, il y a des cheveux de Guenièvre. Et rien qu'en voyant le peigne et les cheveux, il tombe fou amoureux de Guenièvre. Donc déjà, là, vous avez un rapport, encore une fois, qui rappelle cette idée de défaire les nœuds, défaire les cheveux, à quel moment c'est de la séduction, à quel moment on rentre dans la société, à quel moment c'est du sauvage, à quel moment c'est du civilisé. Ce peigne, dans la culture médiévale, il devient peu ou prou une preuve ou un motif qui symbolise les fiançailles. Quand on offre un peigne à sa dulcinée, ça sous-entend, à l'époque médiévale, qu'on va l'épouser. Il y a de grandes chances quand même. Alors, juste pour remettre les choses chronologiquement, l'époque médiévale, ça dure 1000 ans. Donc, les usages changent naturellement. Là, moi, je vous parle pour faire simple, du 6e siècle, 5e, 6e siècle, jusqu'au 11e, 12e, 13e siècle. D'accord ? Mais après, on entre dans un début de Renaissance, donc l'usage un peu change. Mais dites-vous bien que dans les 3/4 de la période médiévale, quand on offre un peigne, on offre presque un engagement de fiançailles. Ce qui est amusant, c'est qu'en Chine, c'est pareil. En Chine, et c'est toujours valable aujourd'hui, le peigne, c'est l'équivalent d'une bague de fiançailles. On ne se marie pas dans la culture populaire, ça s'est un peu perdu. Il y a encore des sociétés dans lesquelles ça se garde, mais on se marie, et la preuve que la jeune fille est fiancée, c'est qu'elle a un joli peigne dans les cheveux, parfois même un peigne avec de très très belles plumes de martin pêcheur qui ressemblent à des joyaux. C'est assez stupéfiant. Si vous ne connaissez pas les bijoux chinois en plumes de martin pêcheur, je vous recommande vraiment d'aller voir. Alors c'est pas une bonne nouvelle pour les martins pêcheurs, mais ça fait vraiment de très très beaux objets. Donc ça, c'est le côté positif du peigne. Le peigne, il fait entrer des gens dans la civilité, dans la culture. Il enlève des nœuds qui vont être pas négatifs, mais en tout cas qui vont être plus de l'ordre du sauvage, de l'enfance, de quelque chose qui n'est pas rangé. Et on va le retrouver dans plein de contes, justement, pour le côté plus intellectuel. Par exemple, si vous prenez La Reine des Neiges, d'Andersen, eh bien, c'est quoi ? C'est Gerda, son nom, je crois, c'est ça. Pour enlever ses tracas, cette jeune fille, elle se peigne. Et dès qu'elle a un problème, elle se peigne. Elle est triste, elle se peigne. Elle a un problème, elle se peigne. Et dès qu'elle se peigne, la solution arrive après. Donc, ça fait entrer dans une forme de possibilité favorable, le peigne, dans ces cas-là. Mais vous avez le versant flippant du peigne. Et le versant flippant du peigne, c'est possiblement celui qui fait tomber, justement, dans le sauvage, dans la séduction, cette phase inquiétante du peigne. Sans surprise, il est attribué à la féminité, à la séduction. Dès qu'une gonzesse se retrouve avec un peigne, tous les feux se mettent au rouge. En gros, il faut se méfier. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, quand une femme manipule un peigne, on ne sait jamais si c'est pour vous séduire ou pour vous dire « hop, regarde, je rentre dans le rang ». Et ça paraît bête, ce que je vous dis, mais c'est quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui. C'est des choses qui ont infusé dans la société. Si vous regardez un film et que vous avez des scènes d'intimité, c'est sûrement inconscient, c'est pas fait exprès, mais quand vous regardez, par exemple... Est-ce que vous avez vu le film Eyes Wide Shut, qui est quand même un grand classique ? Oui, ça vous parle ? Non ? Oui. Si vous regardez ce film, donc qui est un film de Kubrick, vous verrez Nicole Kidman, à un moment donné, dans sa salle de bain, se coiffer. Et elle se coiffe précisément quand il y a un gros doute sur ce qu'est ce personnage. Est-ce que c'est une femme mariée ou est-ce que c'est une femme qui trompe son mari en permanence ? La question se pose, et quand elle se pose, elle est en train de se coiffer. Alors probablement, Kubrick, il n'était pas au courant de tous ces trucs-là, mais ça sous-entend que ça a tellement infusé dans la société que c'est des trucs qui se font quasiment par systématisme. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve avec tous les objets. C'est vraiment fascinant. Il y a des gestes qu'on a digérés, qu'on infusé dans la société. Ils ont si bien infusé dans la société qu'on voit même plus le problème. On le fait parce que c'est comme ça qu'on fait. Et donc cette femme qui se brosse les cheveux, eh bien, du Pays Basque à la Russie, en passant par l'Australie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, on a des mythes qui rapportent l'existence de créatures à peigne, féminines évidemment, à peigne,
extrêmement imprévisibles, mais qui sont très très belles. Elles sont très très belles. Et alors ce qui est rigolo, c'est que ces personnages sont donc toujours de très très belles femmes, ou jeunes filles. Et ce qui est marrant, c'est qu'elles sont toujours assises près d'une rivière, ou en tout cas près d'un cours d'eau, près d'eau sauvage, près d'une eau qui n'est pas canalisée, près d'une eau qui est naturelle, qui est laissée comme ça. Donc c'est un fleuve, c'est jamais une fontaine par exemple. Ça peut être la mer, ça peut être un fjord, ça peut être tous ces endroits-là, mais c'est jamais, jamais, jamais un endroit où l'eau est civilisée, où elle est canalisée. Et ces personnages-là vont toujours se brosser les cheveux avec des peignes à se damner. Alors quand vous lisez les mythes, les peignes ils font rêver. Hein. C'est des peignes qui sont tout en or, qui sont tout en rubis, qui sont tout. Voilà, c'est des peignes qui font envie. Et ces personnages-là se coiffent avec ces peignes, et évidemment, ceux qui convoitent ces peignes sont nécessairement, toujours dans les mythes, des hommes. Et ce qui est dangereux pour eux, c'est de savoir ce que la personne qui se coiffe entend faire de ce peigne-là. Ce que ça signifie, ce peigne-là, dans la main de cette personne-là. Est-ce que c'est une femme qui se coiffe avec les meilleures intentions du monde et donc de rentrer dans la civilité, c'est-à-dire que là, on sait qu'elle est dans le sauvage parce qu'il y a de l'eau courante, de l'eau sauvage autour d'elle. Donc, est-ce que c'est un appel, une volonté d'inviter un homme pour entrer dans la civilité, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui va perdre la personne qui convoite le peigne et, in fine, qui convoite la jeune femme. Alors, quand c'est Guenièvre qui perd son peigne, je ne vous l'ai pas dit, mais elle le perd précisément près d'un puits. Donc, une eau parfaitement canalisée. Ça aussi, un chrétien de Troyes, évidemment, il ne le savait pas, mais ça a tellement infusé dans son esprit qu'il le fait naturellement. Elle perd son peigne, elle dépose son peigne, elle ne le perd pas, elle le dépose près d'un puits, donc une eau canalisée, une eau civilisée. Donc, on sait que Guenièvre, même si elle va tromper Arthur avec Lancelot, c'est une femme qui est dans la civilité, qui est civilisée. Néanmoins, on ne convoitera pas, de préférence, le peigne merveilleux d'un personnage comme une Oiwa au Japon. On ne va pas convoiter non plus le peigne d'une sirène gaélique. On ne va pas convoiter le peigne d'une Russalka, donc russe et scandinave. Pourquoi ? Eh bien parce que systématiquement, ces femmes-là, elles vont bouffer le type en face, le tuer dans des conditions absolument cauchemardesques. Il ne va plus rester rien de cette personne-là. C'est systématique. Soit c'est une gentille dame, soit elle veut vous bouffer. Et si vous remontez jusqu'à l'Antiquité, on en trouve partout. Des personnages comme ça, avec des peignes. Il y a une déesse babylonienne qui s'appelle Yametsu. Et Yametsu, son attribut, c'est le peigne. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, c'est qui tout double. Soit elle aide les femmes à accoucher facilement, soit elle les aide dans justement cette manière d'entrer dans le civilisé, en procréant, en étant dans la société, en étant active dans la société, soit elle bute absolument tout le monde. C'est qui tout double. Et si elle bute des gens, elle bute pas des femmes, hein. Elle bute que des hommes. Donc, une nana avec un peigne, vous avez intérêt à filer droit. On ne sait jamais ce que ça peut réserver. Ce qui est intéressant avec cet objet-là, c'est vraiment que ce motif-là, ce peigne-là, il va rester symboliquement très très puissant jusqu'au début de la révolution industrielle. C'est-à-dire qu'à partir du moment, au XIXe siècle, où la révolution industrielle commence à infuser dans toute la société, eh bien, on a tellement une course au plus civilisationnel, à cette volonté d'entrer dans quelque chose d'extrêmement rationnel, que tous les mythes, tous les habitus, tous les contes, tout ça, sont étouffés et passent aux yeux de cette nouvelle classe dirigeante qui est à la tête de l'industrialisation comme un synonyme du sauvage, du mal éduqué et compagnie. Si vous prenez la Bretagne, par exemple, qui est un territoire qui a été le plus longtemps excentré des réseaux ferrés français, qui a été longtemps difficile d'accès, eh bien les Bretons, au XIXe siècle, passaient pour de gros demeurés à Paris. Vous avez plein de notes dans les journaux satiriques de l'époque qui, en gros, vous disent vous êtes con comme un Breton. Mais vraiment, hein. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont gardé cette richesse
patrimonial, régional, avec beaucoup de mythes, beaucoup de contes. Alors il y a de la superstition aussi, mais tout ça s'oppose à une industrialisation galopante et très rationnelle qui, elle, refuse ça en bloc parce que pour elle, c'est le synonyme du sauvage. Donc on a ce basculement d'un seul coup, et avec ce basculement, vous le savez, il y a de nouveaux mouvements artistiques qui naissent, on a l'impressionnisme, on a plein de choses comme ça, et on a notamment l'art nouveau. Et l'art nouveau, donc à la fin du 19e, ça va être un des premiers styles à créer des objets d'art décoratif qui sont purement esthétiques et qui sont presque, entre guillemets, débarrassés de tout ce côté symbolique, traditionnel, patrimonial. On va avoir des objets qui empruntent notamment au japonisme, qui empruntent notamment à la culture asiatique, qui empruntent l'esthétique. Ils ont pour volonté d'être purement beaux, purement techniques et esthétiques. Et tout le reste est balayé. Pourtant, à la même époque, on a toujours des régionalismes très puissants qui maintiennent le peigne dans un habitus qu'on a hérité depuis des siècles. Et on pourrait penser qu'avec le XXe siècle, tout ça va disparaître, que le peigne va perdre de son symbolisme parce que toutes ces cultures-là, finalement, se retrouvent un peu écrasées. Mais c'est sans compter le fait qu'avec le Black Power, on voit revenir un truc qu'on n'avait pas anticipé, c'est que avec le Black Power, les Afro-Américains choisissent pour revendication de leurs racines, de leur identité, leurs cheveux. Pendant des dizaines, des décennies, presque plusieurs siècles même, au moins 2, les esclavagistes ont, au pire, rasé la tête des Africains, ou les ont forcés à les tresser, les serrer, les attacher, de manière à ce que ce cheveu crépus, qui est très volumineux, ne prenne pas de place. Parce que pour les esclavagistes, le référentiel du civilisé, c'est le cheveu peigné. Or, un cheveu crépus est quasiment impossible à peigner. S'il est impossible à peigner, c'est bien la preuve pour eux que les Afro-Américains sont à la limite de la sauvagerie. Donc, quand le Black Power se libère de cette pression symbolique, culturelle, qui leur a été imposée pendant des décennies, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de libérer leurs cheveux. Et qu'est-ce qu'ils mettent dans leurs cheveux ? Eh bien, un outil qui leur sert absolument à rien, un peigne. Un peigne avec le manche qui est en forme de point levé, en forme du point du Black Power. Et ils mettent ça dans leurs cheveux. Les peignes africains, c'est presque des tridents. En fait, c'est juste une structure avec souvent 3-4 dents. C'est pas fait pour démêler, c'est fait pour ordonner. Mais ordonner dans la vision d'un cheveu africain, dans une vision patrimoniale, culturelle, africaine. Pour eux, c'est ça, se peigner les cheveux dans cette vision-là. Et quand le Black Power arrive, eh bien, ce peigne-là, avec le point levé du Black Power, est la première revendication qu'on voit, qui est visuellement apparente. Si vous regardez des photos, des manifestations de cette époque-là, vous allez voir plein de points levés dans les cheveux, dans les chevelures des Africains. Et ce qui est assez troublant, c'est que même les Africains, les Afro-Américains, pardon, qui ne se sont pas libérés encore de ce joug patrimonial, culturel, américain, blanc, eh bien, ont les cheveux tressés, attachés, parfois lissés, mais ils ont quand même ce peigne-là dans les cheveux. Donc ça montre bien que le peigne, il va avec l'usage et il va aussi avec ce qu'il ordonne, à savoir le cheveu. Et évidemment, le cheveu, c'est une revendication première de notre identité. Ce qui est assez ironique, dans le sens où c'est un des rares trucs qui nous reste de la période où on était des chimpanzés. Parce que c'est du poil, le cheveu. Hein. Ce qui est assez amusant, c'est que on passe notre temps à l'ordonner, alors que la meilleure façon, finalement, si on voulait vraiment marquer la différence avec nos ancêtres primates, ce serait de les raser. Ce serait de tout supprimer. Mais non, on les garde, on les ordonne, et ça fait partie intégrante de notre identité. Donc le peigne, in fine, eh bien, capte cette symbolique-là et devient une revendication identitaire. Et c'est pas que chez les Afro-Américains. À la même époque, on a les greasers, qui sont, eux, des personnages blancs ou latinos des banlieues urbaines américaines pauvres, défavorisées. Et parmi les greasers, les grands... Alors nous, en France, on les appelle les blousons noirs, mais les grands personnages qui sont représentatifs de ce mouvement, c'est Elvis et Fonzie. Or, qu'est-ce qu'ils ont toujours dans l'arrière de leur poche de jean 501 ?
un peigne, toujours. Et ils passent leur temps, vous savez, vous avez vu les séries américaines, ils passent leur temps à se recoiffer comme ça. C'est la même chose, c'est la même époque, c'est quand même fascinant. Vous avez les Afro-Américains qui ont un peigne avec un point levé dans les cheveux, et pendant ce temps-là, vous avez des blancs latinos pauvres des quartiers populaires américains qui, eux, ont le peigne à l'arrière de la poche, comme les Vikings, quasiment. Donc vous voyez que finalement, cet objet-là de rien, de l'Antiquité à nos jours, il porte une valeur forte. Il porte une valeur forte parce que précisément, les cheveux sont une identité forte. Il n'y a qu'à se rappeler que la première chose qu'on faisait aux Juifs dans les camps de concentration, c'était de leur raser la tête. Que le premier réflexe, quand on a eu la libération en France, c'est d'avoir rasé la tête des femmes qui avaient eu des relations avec des Allemands. Donc vous voyez bien que le cheveu, l'absence, la présence de peigne, eh bien, c'est exactement la même chose. Hein. Le peigne va capter toute la symbolique et va en rajouter même par un symbolisme plus culturel, à savoir celui du nœud, hein, celui d'ordonné, désordonné, et précisément une identité, c'est ça, hein, une identité, ça se construit, ça se déconstruit, ça se refait, ça se défait, ça se modèle. Vous resterez pas les mêmes personnes toute votre vie, vous allez changer, il y a des choses que vous allez apprécier, d'autres que vous apprécierez plus. Eh bien, le peigne est presque l'emblème de ce truc-là. C'est-à-dire que vous changez, vous démêlez des nœuds, vous changez de possibilités infiniment, de la même manière qu'on peut changer une identité. Voilà pour ce premier objet. Est-ce que j'ai le temps de faire la bougie? Fissa, très très vite. La bougie, je vous avais pas mis je vous ai mis, regardez, un beau peigne. Un beau peigne, donc là français, donc 15e, 16e, donc les parties, j'allais dire à l'étage, les parties supérieures, c'est pour démêler, les parties les plus étroites en dessous sont pour enlever les lentes et les poux, hein, donc il y a vraiment une volonté de purifier. Alors là, c'est typiquement le genre de peigne qu'on offre à sa dulcinée, hein, quand vous voulez dire, quand vous êtes, c'était le Tinder de l'époque, quoi. Vous voyez, quand vous avez un match, eh ben, vous envoyez un peigne. C'était un peu l'idée à l'époque. Et très rapidement, pour la bougie, eh bien, la bougie, c'est l'exemple typique de l'objet qui, lui, a fait sa symbolique, non pas en fonction de l'usage qu'on en fait, mais en fonction du matériau qui est utilisé. La bougie, elle se différencie de la chandelle par le matériau. La bougie, elle est faite de cire d'abeille. La chandelle, elle est faite de suif, donc de graisse animale. Et l'un n'a pas le même prix que l'autre. Pendant toute la période médiévale, par exemple, la cire, c'est un des produits de luxe le plus exporté de Russie et de la Baltique. Les pirates dans les mers Baltiques, à l'époque médiévale, ils n'attaquent pas pour choper de l'or ou des pierres précieuses. Hein. Ils attaquent pour choper de la cire. Parce que ça se vend super bien. D'autant qu'autour de l'an 1000, le nombre d'églises chrétiennes et en boom, et en pleine construction, hein, ça augmente. Donc il faut fournir ces églises en lumière. Et il est hors de question à l'époque d'éclairer une église avec autre chose que de la cire, parce que la cire fait une fumée, une fumée qui sent bon, avec des volutes de couleurs un peu laiteuses, c'est très très joli, et surtout, ça sent divinement bon, la cire d'abeille. Mais jamais il viendrait à l'esprit d'éclairer une église avec du suif. Le suif, c'est de la graisse animale, ça pue. Déjà, ça fait une lumière un peu rougeâtre, donc c'est pas très très beau, mais c'est ce que représente assez bien Georges de la Tour. Georges de la Tour, il est très très connu pour ses tableaux avec à la lueur des bougies, et vous remarquerez que très régulièrement, eh bien, la lueur est rougeâtre, elle n'est pas blanche. Ben, tout simplement parce que c'est du suif, c'est pas de la cire d'abeille. C'est aussi pour ça que c'est transparent. Le suif, c'est de la graisse animale. Et la graisse animale, on peut la trouver partout. Les bœufs, les porcs, notamment, ça c'est vraiment les caprins éventuellement, c'est vraiment ce qui va revenir le plus pour la fabrication des chandelles pendant toute l'époque médiévale et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Mais, eh bien, ça coûte cher aussi. Et c'est un vrai enjeu sociétal, parce que si vous n'avez pas de lumière le soir, vous ne pouvez pas poursuivre éventuellement une activité qui va vous faire gagner de l'argent. Parfois, les journées sont courtes, comme en hiver. Donc si vous avez un petit peu de lumière le soir, vous pouvez faire des choses que vous ne pourrez pas faire, que vous ne pourriez pas faire pendant la journée, ou que vous gardez pour arrondir les fins de mois. Et si vous n'avez pas la lumière, vous ne pouvez pas le faire. Donc c'est un enjeu d'avoir la lumière. Et même le suif, qui est de plus ou moins bonne qualité, va être un enjeu
notoire. Et dans les archives historiques de n'importe quelle préfecture, si vous remontez assez loin, vous allez voir qu'il y a plein de contrats, de rapports de police, de rapports de justice, dans lesquels on incrimine des personnes qui ont trafiqué le suif, qui ont vendu du suif plus cher, qui ont vendu du suif alors qu'ils n'avaient pas le droit d'en vendre, qui ont fait des bougies avec du suif alors qu'ils n'avaient pas le droit d'en faire. C'est vraiment un enjeu capital, parce que c'est un enjeu technologique pour pouvoir rallonger le jour. C'est de l'artifice, encore une fois. On essaie de gagner sur la nature. Et ce suif-là, eh bien, il est très cher parce qu'il dépend des troupeaux. Tout bêtement, si le suif il est fait à partir de graisse de vache, de caprin, de porc, eh bien, si les récoltes sont mauvaises, les troupeaux seront moins gras, et si les troupeaux sont moins gras, eh bien, il y aura moins de graisse, et s'il y a moins de graisse, il y aura moins de lumière, donc le suif coûtera plus cher. Vous voyez comme un tout petit objet comme la bougie peut prendre des proportions absolument colossales au niveau économique et au niveau de l'avancement aussi technologique d'un pays. En Orient, ils n'ont pas ce problème. Quand on fait importer la cire d'abeille pour alimenter les églises en Occident, on la fait venir donc de la Baltique, de la Russie, mais à partir du moment où il y a la réforme protestante, ces chemins-là qui passaient par l'Europe du Nord sont bloqués. Donc on va faire venir la cire de Tunisie, d'Afrique du Nord, et d'ailleurs notre mot bougie, il vient de ça, il vient de la ville algérienne qui s'appelle Boudjaïa aujourd'hui. C'est ça qui a donné le nom bougie. Parce que la cire de là-bas est de très très bonne qualité, donc on l'importe beaucoup. Ces cires orientales, elles sont fabriquées, elles sont produites en quantité assez colossale en Orient, donc c'est pas un problème. Et technologiquement, l'Orient, au Moyen-Âge, est bien plus avancé que l'Occident. Et c'est peut-être pas non plus... c'est peut-être quelque chose qu'on peut lier. Je veux dire, évidemment, il y a plein de paramètres, mais le fait de maîtriser la lumière, de pouvoir pousser la lumière du jour un peu plus longtemps dans la nuit, c'est quelque chose qui, technologiquement, va vous favoriser. Parce que vous allez pouvoir gagner du temps, développer d'autres choses et compagnie. Donc, lorsque on va rentrer dans la Renaissance, que les bougies vont devenir... restent des produits de luxe, évidemment, quand elles sont faites de cire d'abeille, un peu plus populaires quand elles sont faites de suif, eh bien, plus on va gagner technologiquement, plus on va entrer après la Renaissance dans l'époque moderne, plus on va essayer de trouver des choses qui peuvent pallier, qui peuvent remplacer la cire. Et des années 1730 aux années 1760, on a trouvé en Louisiane, au début du XVIIIe siècle, on a trouvé en Louisiane ce qu'on appelle aujourd'hui l'arbre à cire. C'est un arbre qui produit des petites baies. Et ces petites baies, si vous les faites bouillir et que vous les faites macérer un temps, vous allez finir par obtenir une espèce de liquide visqueux qui, en se refroidissant, a la même texture que la cire et qui brûle de la même manière. Parce que toute la difficulté, et ce à quoi on ne pense pas quand on manipule une bougie, c'est que c'est quand même physiquement un miracle que la mèche brûle doucement, sans faire fondre d'un coup la cire, ou sans même l'enflammer. Si vous n'avez pas ce phénomène magique de la physique qui permet de ne pas foutre le feu à la cire et de la faire brûler par des systèmes de transfert d'air chaud et d'air froid progressivement et de manière stable, eh bien, vous pouvez créer une bougie. Si vous n'avez pas ça, c'est foutu. C'est pour ça que c'est un enjeu technologique aussi. C'est parce que c'est physiquement compliqué de créer une bougie. Donc quand on trouve cet arbre à cire, eh bien, on va avoir cette espèce de matière qu'on va pouvoir mélanger en plus avec du suif. Ça tolère d'être mélangé avec du suif et qui a les mêmes qualités qu'une bougie. Donc qui brûle de manière constante, régulière et qui fait une jolie lumière blanche et en plus qui sent bon. Et des années 1730 aux années 1760, la cour de Versailles va accaparer toute la production de Louisiane d'arbres à cire. Le problème, c'est que ça coûte tellement un bras de faire venir ces trucs-là à l'époque qu'on va lâcher l'affaire. Et en plus, à la fin du XVIIIe siècle, on va commencer, et surtout au XIXe, à trouver des choses qui vont remplacer la cire. Avec la révolution industrielle avançant, on va trouver la paraffine, on va trouver toutes ces choses-là qui vont finalement modifier le rapport à la lumière et qui vont finalement rendre la bougie caduque, si ce n'est qu'aujourd'hui, on l'utilise toujours. Parce que symboliquement, la bougie, elle représente quelque chose qui a tellement été présent dans notre vie d'humain depuis l'époque paléolithique, cette petite flamme-là, elle a tellement été là tellement longtemps que maintenant, il ne vous viendrait même pas à l'esprit de célébrer un anniversaire sans mettre des bougies sur un gâteau. Il ne vous viendrait pas à l'esprit
d'aller à un enterrement et de ne pas voir de bougie. Il ne vous viendrait pas à l'esprit de ne pas voir une bougie pascale, par exemple, s'il y a des gens qui se rendent à l'église et qui célèbrent la messe pascale, eh bien, ça ne vous viendrait pas à l'esprit. Dans plein de situations du quotidien, la bougie, elle est indispensable, et ça vous ferait bizarre s'il n'y en avait pas. Donc, cet usage qui a tellement influé sur notre façon de nous comporter vis-à-vis de la lumière, eh bien, on continue de l'avoir symboliquement aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin du tout de la bougie. La seule chose qui nous importe aujourd'hui dans la bougie, c'est précisément ce qui embarrassait à l'époque médiévale, c'est l'odeur. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des bougies qui sentent bon. Alors évidemment, tout ça, c'est subjectif. Vous avez, à mon sens, vous avez des bougies qui sentent aussi mauvais aujourd'hui que du suif de porc, mais qui sentiront divinement bon pour quelqu'un d'autre. Donc, il y a seulement ce paramètre-là qui a changé. Maintenant, ce qui importe, c'est plus la lumière que ça diffuse, c'est l'odeur que ça diffuse. Donc vous avez vraiment un basculement par rapport aux matériaux même de la cire, et comment on l'envisage et comment on l'utilise. Donc tous ces objets-là, alors évidemment j'ai un peu débordé, je suis désolée, mais vous voyez qu'un tous ces objets-là, finalement, ils en disent long sur notre culture matérielle, et la vraie question, il n'y a pas de vraie question, mais la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir en quoi les objets sont, ce qu'ils disent de notre société, et surtout ce qu'ils disent de notre époque à nous. Ce qui est quand même stupéfiant, nous, à notre époque, c'est que ce qui semble caractériser les objets aujourd'hui, c'est leur caractère jetable. Aujourd'hui, il ne vous viendrait pas à l'esprit de transmettre des objets. C'est terrifiant quand même, ça. Il y a une 50aine d'années, c'était inconcevable. Quand vous achetiez des couverts, il allait du bon sens que ces couverts-là allaient être transmis à vos enfants, à vos petits-enfants, peu importe. Aujourd'hui, il ne vous viendrait pas une minute à l'idée de transmettre des fourchettes Ikea que vous avez achetées il y a 15 jours. De la même manière que tous ces objets-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on a un rapport avec cette masse d'objets fabriqués en série qui n'ont plus aucun but, parce que ils sont à usage unique, tous ces objets-là. Ils sont voués à disparaître, quasiment tous. Ce qui est assez dingue, c'est qu'aujourd'hui, du coup, on met l'accent sur le recyclable. On dit « il faut pouvoir recycler les objets ». Mais qu'est-ce que ça sous-entend, le recyclable ? Ça sous-entend précisément que les objets doivent mourir, que les objets ont une vie bien définie, que ça ne va pas rester dans la durée. Parce que pour recycler un objet, il faut que l'objet soit jeté. Donc, vraiment, la spécificité de notre société aujourd'hui, c'est d'avoir des objets jetables. Parce que la seconde main, ça existe, mais la seconde main, c'est assez péjoratif. C'est une seconde main. C'est un usage après. C'est un usage moins. C'est un usage médiocre. C'est pas le cas. C'est l'usage qu'on a fait de tous les objets depuis la nuit des temps. Mais ça a été tellement dévalué par l'industrialisation que tout ça a changé. Donc, ça, c'est pas évidemment mon sujet. Je laisserai ça aux personnes qui sont en école de design régler ce problème pour les générations futures. En tout cas, merci d'être venus et merci pour votre attention. Ah oui, si vous voulez acheter le bouquin, il y a un code NSAT 2024. Mes éditrices me l'ont donné, donc je vous le partage, qui vous offre les frais de livraison sur le site web. Voilà, j'ai fait ma petite pub. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ces objets du quotidien ? Je vous laisse réfléchir aux questions. Moi, j'en ai une. Oui. Justement, vous avez parlé des bougies et des bougies d'anniversaire. Alors effectivement, on a très souvent des bougies pour les anniversaires, mais pourquoi on allume des bougies pour les anniversaires ? Parce que c'est la vie qu'on souffle. C'est la vie qu'on souffle. Ben, la flamme de la bougie, pendant très longtemps, ça a été associé à la vie, à une vie. On allume une bougie, c'est la lumière, et puis la bougie est soufflée. Quand on voit là cette Madeleine pénitente, c'est une vanité, donc elle réfléchit à la vie, à la mort. Il y a un crâne sur ses genoux, enfin tout est très clair. Et si on souffle les bougies sur un gâteau, c'est précisément parce qu'on souffle les âges d'une vie. Et depuis quand on souffle des bougies comme ça pour les anniversaires ? Alors, c'est pas facile de trouver parce qu'il y avait différentes façons. Alors, pendant très longtemps, on n'a pas soufflé les bougies parce que c'était des objets qui coûtaient très cher. D'où l'expression faire des économies de bout de chandelle, on sauve ce qu'on peut. Mais c'est au moins depuis la deuxième moitié du 19e. Voilà. Peut-être plus avant, mais c'est difficile à savoir. Alors, il y a une question. Moi, je voulais juste vous demander,
Est-ce que dans votre livre, il y a autant d'anecdotes, par exemple, sur le peigne, que Oui. il y en a autant, Oui. malgré le fait que vous deviez enlever des parties? Oui, parce que je me suis vraiment, je me suis vraiment évertuée à raccourcir, mais à garder tout ça. Donc oui, il y en a autant. Il y en a autant. Comme ça, vous pourrez briller en société, avec des anecdotes. Parce que j'ai vu, il y avait par exemple la chaise longue. Vous avez autant à dire sur la chaise longue que sur le peigne. C'est fou, hein. Ah ouais. Okay. C'est fou, hein. Il y a énormément à dire sur la chaise longue, absolument. Et sur plein d'autres objets. Je vais remettre le sommaire, mais c'est vrai qu'il y a des trucs où on se dit, oh bof. Mais non, il y a vraiment des. C'est prometteur, la chaise longue. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais revenir sur le peigne et sur le passage où vous expliquez que les Africains portaient un peigne. Et c'était les Africains ou les Afro-Américains? Les Afro-Américains. Je dis les Africains parce qu'ils étaient tous. Enfin bon, voilà, ils venaient d'Afrique, on est d'accord. Et la grande majorité était afro. C'était des Afro-Américains, mais étaient d'origine africaine. Mais c'est quelque chose qui se faisait que aux États-Unis. Évidemment, ça se faisait pas en Afrique. D'accord. Par contre, le peigne était le même, alors sans le point levé, mais avait la même forme aux États-Unis et en Afrique. Ok. Et je me posais la question, est-ce que vous connaissez les premières bouilloires électriques? Alors, figurez-vous que oui. Et ça, c'est merveilleux parce que j'adore la Grande-Bretagne pour ça. Ils ont le sens des priorités. Les premiers objets à avoir été électrifiés ont été la bouilloire par les Anglais et le godemiché en deuxième. Je vous assure que c'est vrai. Je suis arrivée au moment où vous parliez du godemiché. Ah, c'est un grand moment. C'était une belle entrée en matière. C'est voilà. Donc la bouilloire a été électrifiée dans la seconde moitié du 19e siècle, très tôt, dans les années 1860, quelque chose comme ça. Ça a été très tôt électrifié. Et elles étaient encore en cuivre, comme si on allait les mettre au-dessus de la cheminée. Alors, les objets de la cuisine en cuivre sont les objets les plus raffinés. Il y avait beaucoup de fer blanc, il y avait beaucoup de zinc aussi. On a beaucoup utilisé le zinc, pas longtemps parce qu'on s'est rendu compte que c'était toxique, mais on a longtemps fait ça. Donc oui, c'était électrifié. Trop cool, merci. Est-ce que vous avez encore des questions pour Marielle? Est-ce que vous êtes intrigué par d'autres objets? Non, je crois que on va s'arrêter là après cette mise en appel. Ah si, oui. Le design qui s'interroge. Bonsoir. Ma question, c'est tous les objets que vous avez présentés, on voit qu'il y a la notion de décor et de motif. Mais en fait, les objets existent toujours, mais en fait, la notion de décor, elle disparaît. Alors, la notion de décor et d'ornementation, elle est spécifique à chaque culture. Donc, elle va être. Moi, souvent, je dis que le décor, c'est un peu le génie bavard des objets. C'est-à-dire que ça montre la dextérité d'une époque, ça montre son goût, ça montre son appétence pour une certaine forme d'esthétique. Mais finalement, ça s'applique sur un objet qui peut avoir exactement la même forme à un autre endroit et être décoré différemment. Donc, l'ornement est très important, mais il est important soit pour développer une symbolique qui est propre à une culture, comme le peigne, par exemple, le décor qui est là, il a une symbolique absolument courtoise, mais en même temps très civilisée et très religieuse, parce que vous voyez, il y a un sacré cœur là au milieu, hein, il y a un cœur enflammé, donc il y a un motif religieux. Et les animaux qui sont à côté sont donc il y a un chien qui court après un lapin, donc et qui court après un autre animal là-bas. Donc on est dans un discours courtois, un discours où on fait la chasse à courre, où on a des chiens, on a des choses comme ça. Donc c'est un discours qui est approprié à une époque, à un style, à une certaine partie de la société. Et ce décor-là peut varier en fonction de l'endroit, de l'époque et des gens qui possèdent ces objets. Parce que les peignes vikings, il y en avait qui étaient assez similaires et qui n'étaient pas du tout ornés de la même manière. Donc l'ornement, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais en ce qui concerne les objets, soit ils vont appuyer une symbolique, soit ils vont développer une symbolique,
mais ils vont pas, en général, changer l'usage qu'on en a. Ils vont changer seulement le discours que l'objet fait de lui-même. Plus ça. Merci. Et c'est un petit pou quand même qu'on voit en bas. Hein. C'est un petit peu, absolument. Mais ils avaient de l'humour à l'époque médiévale. Hein. Ils étaient drôles quand même. Ouais. Ah, encore une question. Ça t'inspire, dis-nous. Alors, c'est pas une question, c'est une remarque. Si vous avez des choses à jeter, vous pouvez toujours les donner à la récupérathèque, des vieux couverts et tout. Moi, je prends. Voilà. Oui, ça peut servir pour d'autres œuvres. Mais effectivement, mais oui, ça peut être de la seconde main, ça peut être remanier un objet, mais ce qui est quand même remarquable dans notre façon de vivre avec les objets et de les traiter, parce qu'on les traite très mal finalement ces objets, eh bien c'est justement de se dire, bon, c'est pas grave, je peux m'en débarrasser. C'est très récent d'avoir cette façon de penser là. Pendant des siècles, c'était précisément le contraire qu'on essayait de faire. On créait des objets pour les garder, pour les garder le plus longtemps possible, pour des raisons économiques, mais aussi, très rapidement, pour des raisons sentimentales. Un objet, c'est presque une personne parfois. Hein, quand vous aviez la designer qui est venue pour parler du rapport aux objets, quand on avait un objet toute sa vie et qu'on l'avait acheté précisément avec cette volonté de le garder le plus longtemps possible pour d'évidentes raisons économiques, au bout d'une vie, il n'a plus seulement juste une valeur économique, il a une valeur patrimoniale, il a une valeur intime, cet objet. Et quand on le transmet, on ne transmet pas seulement un objet, on ne transmet pas seulement un matériau, on ne transmet pas seulement de l'inerte, on transmet une histoire personnelle intime qui entre dans une histoire culturelle, qui entre dans une petite histoire, dans une grande histoire, et compagnie, et compagnie. Donc, moi, je trouve que c'est ça qu'on a un peu perdu aujourd'hui, c'est cette façon de se dire, de toute façon, maintenant, les objets sont interchangeables. C'est faux. C'est faux, et je suis même persuadée que, et je suis persuadée parce que je le sais, j'ai une amie qui a très bien réussi dans la vie, elle a de très 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 beaux meubles chez elle, et pourtant, dans son salon, elle a toujours une vieille table Ikea pourrie dont elle ne veut pas se débarrasser parce que c'est la première table de son premier appartement d'étudiante qu'elle a acheté avec ses sous de son job étudiant. Donc vous voyez que c'est une table à Ikea comme il y en a des milliers, et pourtant celle-ci, eh ben, c'est pas toutes les tables Ikea pour elle. Donc, on peut encore donner cette valeur-là aux objets. Ce que je trouve dommage, c'est que on les prenne pas d'abord pour leur donner une valeur. On les prend d'abord avec l'idée de se dire, là j'ai besoin d'une table, là j'ai besoin de ça, là j'ai besoin de ça. Après, peut-être certains auront la chance d'entrer dans une histoire personnelle, mais c'est pas toujours le cas. C'est un peu ce que je regrette dans la façon dont on a de fabriquer des objets aujourd'hui. En tout cas, de vivre avec, de les utiliser. Plus de questions ? Eh bien, merci Marielle. Merci à vous, merci beaucoup.